Bonjour, j'espère que vous allez bien dans cette 11e séance. Donc, nous allons démarrer notre troisième chapitre traitant les différentes stratégies de l'entreprise. L'objectif étant de discuter quelles sont les principales stratégies que l'entreprise peut adapter en tenant compte à la fois de son business model, de ses objectifs, sa vision et sa mission. Donc, on va présenter tout au long de ce chapitre les stratégies fréquemment citées dans les ouvrages, dans les publications, mais également qui sont observées dans la réalité des entreprises, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Donc, mais avant de discuter profondément les options stratégiques des entreprises, rappelons la définition de la stratégie. Donc là, la notion de la stratégie est une notion protéiforme dans la mesure où il n'y a pas une approche pour définir ses contours. Plusieurs auteurs ont essayé de conceptualiser cette notion de manière, bien entendu, à éclairer à la fois les praticiens, mais également les chercheurs par rapport au contenu et au contour du concept de la stratégie. Je vais un peu vous présenter les principaux auteurs les plus célèbres en matière du management stratégique. Et on commence avec Alfred Chandler, qui considère la stratégie comme un moyen permettant à l'entreprise de déterminer les objectifs et les buts à long terme et par la suite de choisir les modes d'action et d'allocation des ressources qui permettront d'atteindre ces objectifs. Donc pour Chandler, une stratégie se définit par deux phases principales. La première phase, c'est la fixation d'objectifs qui constitue le fondement de la planification stratégique. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué lors de la première séance, si vous vous rappelez, que la stratégie est une constellation d'objectifs, un moyen à long terme qui permet de définir l'orientation générale de l'entreprise. Et je vous ai dit qu'il y a un algorithme à respecter, rappelez-vous, par rapport à la fixation des objectifs et leur formulation. Et n'oubliez pas qu'un objectif devrait être SMART de manière à euh, s'adapter aux réalités de l'entreprise. Deuxième phase de la stratégie, c'est la détermination des ressources et des moyens. Donc généralement, pour Chandler, une stratégie consiste d'abord à déterminer les objectifs à moyen et à long terme, donc définir l'orientation générale et la vision de l'entreprise, et par la suite, choisir les modes d'action convenables de manière à les concrétiser, à les mettre en œuvre, et par la suite, donc, chercher les moyens et les ressources nécessaires à leur déploiement. Et donc, pour Chandler, la stratégie est un concept qui fait partie ou devrait faire partie du quotidien du manager. Deuxième auteur le plus célèbre en matière du management stratégique, Henri Metzberg, que vous avez déjà vu en première année dans le cadre du cours du management. Donc, selon Henri Metzberg, la stratégie est un plan, voire un modèle, une position, une perspective, voire même un stratagème. Ce stratagème a pour but de répondre à plusieurs questions qui interpellent l'entreprise au regard à ses activités, mais également à ses finalités. D'abord, il s'agit de dire quoi, que produire, c'est-à-dire quelle est la finalité ou l'activité principale de l'entreprise. Par la suite, comment réaliser cette production ou comment réaliser l'objet de l'entreprise, sa finalité. Et enfin, donc, chercher les moyens nécessaires pour leur concrétisation. Donc, effectivement, pratiquement, c'est la même conception, dans la mesure où on s'interroge sur l'objet de l'entreprise, sa finalité, sa vision. Par la suite, quels sont les objectifs qu'elle va chercher à atteindre et par la suite, comment elle va pouvoir
les réaliser. Donc là, effectivement, dans le comment, on fait appel à un plan d'action que l'entreprise devrait formuler pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et justement, pour agir sur le plan opérationnel, l'entreprise devrait également devra fournir, allouer les moyens et les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs. Et en troisième lieu, Thiedar, c'est aussi l'un des auteurs célèbres en management stratégique, qui définit la stratégie comme un ensemble de décisions et des actions relatives au choix et à l'articulation des moyens en vue d'atteindre des objectifs précis à moyen et à long terme, cohérents avec sa finalité ou ses finalités. Donc justement, la stratégie représente un ensemble de décisions sur le moyen et long terme, mais également des actions qui permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs moyennant l'utilisation de ressources qui sont de diverses natures, humaines, techniques, financières, informationnelles, etc. Et bien entendu, l'atteinte des objectifs devrait être en parfaite adéquation avec la finalité ou les finalités de l'entreprise. En général, donc, on peut capitaliser, on peut retenir la définition la plus simple qui consiste à définir la stratégie comme un moyen qui permet de fixer les objectifs à long terme et à se donner les moyens de les atteindre compte tenu de ses ressources. Donc effectivement, il faut toujours retenir ces deux dimensions. La fixation des objectifs à long terme et la détermination et l'allocution des ressources nécessaires pour les atteindre. Donc on va voir quelles sont les stratégies qu'une entreprise peut adapter. D'abord, on distingue au moins 3 blocs de stratégies. Il y a ce qu'on appelle en général les stratégies d'adaptation et les stratégies d'innovation, les stratégies délibérées ou les stratégies émergentes, et par la suite, il y a des stratégies globales, des stratégies de domaine et même des stratégies fonctionnelles. Donc, on va voir ça, ce qu'on appelle la corporate strategy et la the business strategy. Donc, on va voir un peu ces particularités au regard aux spécificités managériales et organisationnelles des entreprises. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, les stratégies d'adaptation consistent à s'adapter au changement de l'environnement. Et par la suite, l'entreprise va essayer de survivre du point de vue économique. Et généralement, cette adaptation consiste à répondre après coup, c'est-à-dire après la survenance d'une menace ou d'une crise sur l'environnement. Généralement, ce type de stratégie est observable dans le contexte ou chez les PME, les petites et moyennes entreprises, qui se caractérisent du point de vue managérial par la fragilité. Donc, généralement, les PME sont fragiles à l'égard de leur environnement. Et par conséquent, les PME, donc faute de moyens, faute de structure, faute de capacité de pouvoir sur le marché, donc elles d'adopter une posture défensive, dans la mesure où généralement les PME s'adaptent a posteriori, c'est-à-dire après la survenance de la menace ou de la crise, au regard bien entendu au changement de l'environnement. Et l'objectif principal de la stratégie d'adaptation est le maintien de la survie du point de vue économique, de manière aussi à maintenir sa position, sa part de marché au regard au niveau de concurrence observé sur le secteur. Les stratégies d'innovation sont beaucoup plus observées dans les grandes entreprises et dans les firmes multinationales, c'est-à-dire les entreprises qui sont présentes sur plusieurs marchés à l'international. Et par conséquent, donc, dans ce type de stratégie, l'entreprise va chercher à anticiper au lieu de réagir. Donc, dans la stratégie d'adaptation consiste à réagir face au changement de l'environnement.
alors que la stratégie d'innovation consiste à s'adapter a priori et non pas a posteriori en anticipant les changements qui émanent de l'environnement. L'objectif, bien entendu, est de développer une posture offensive, c'est-à-dire au lieu d'attendre à ce que l'environnement change au regard à l'orientation générale de l'entreprise, les grandes structures, les firmes multinationales peuvent elles-mêmes influencer le marché et orienter, bien entendu, la donne en sa faveur au regard à ses objectifs et sa stratégie. Et donc, la finalité, c'est de maintenir la position stratégique, mais également de l'accroître de manière à devenir un leader économique et financier sur son secteur. C'est pour cela que ce type de stratégie nécessite un ancrage par rapport à l'activité et par rapport au secteur. Et là, on parle d'une courbe d'expérience, c'est-à-dire que l'entreprise capitalise sur ses expériences en développant donc des pratiques managériales innovantes et qui permettent à l'entreprise d'anticiper sur les changements et d'avoir une posture proactive, offensive, au lieu de croiser les bras et de subir les changements de l'environnement. C'est pour cela que ce type de stratégies sont généralement observables dans le cadre des grandes structures et des firmes multinationales. Deuxième type de stratégie, c'est ce qu'on appelle donc les stratégies délibérées. Dans ce type de stratégie, donc pour les stratégies libérées, les entreprises anticipent et planifient ce que sera le futur dans un délai de 3 à 5 ans. Donc, les stratégies délibérées représentent une démarche rationnelle qui permet à l'entreprise de faire des choix volontaires. Et ce sont donc des stratégies qu'on peut observer dans le cas des grandes entreprises et firmes multinationales. Donc là, on parle d'une stratégie délibérée, c'est-à-dire que l'entreprise va choisir elle-même, en tenant compte de ses objectifs, sa vision et sa mission, donc à titre volontaire, quelles sont bien entendu les activités qu'elle va réaliser et par quels moyens. Et donc généralement, ce sont des stratégies beaucoup plus adaptées aux grandes structures qui disposent suffisamment de ressources et de moyens et qui ont un poids par rapport à leur marché et leur secteur. Alors que les stratégies émergentes se sont beaucoup plus adaptées aux PME, les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que dans ce cas, l'entreprise se veut pragmatique. Pragmatique, c'est-à-dire elle s'adapte en fonction des événements qui affectent l'activité de l'entreprise. Le pragmatisme renvoie au réalisme, c'est-à-dire que l'entreprise, elle est enracinée dans son écosystème et elle adopte des stratégies de proximité en fonction des évolutions de son environnement, de sa relation avec ses acteurs. Elle va essayer de réagir en s'adaptant en fonction des événements qui surgissent. Et donc, généralement, c'est une stratégie, j'allais dire, intuitive et réactive. C'est-à-dire que l'entreprise ne va pas anticiper, ne va pas planifier en avance quelles sont les actions ou les objectifs à atteindre. Et donc, généralement, les entreprises adoptant des stratégies émergentes vont agir d'une manière intuitive et réactive. Et cela s'explique souvent par le manque d'informations. Parce que généralement, sur le marché, il y a le problème d'asymétrie d'informations. Les acteurs ne sont pas informés sur le même pied d'égalité. Il y a des acteurs qui sont suffisamment informés, et donc ils peuvent anticiper sur les changements de l'environnement, notamment les grandes entreprises et les firmes multinationales, puisqu'ils ont des outils de veille stratégique, d'intelligence économique, ils ont des ressources suffisantes pour pouvoir acquérir l'information, parce que l'information coûte cher sur le marché. Et donc les PME, généralement, n'ont pas suffisamment de ressources
pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans son écosystème, de son environnement. Et par conséquent, elles ont souvent un problème d'accès à l'information. Et c'est ce qui explique que, au regard, à l'opacité à l'information, à l'asymétrie de l'information, les PME se trouvent dans l'obligation d'adapter une posture pragmatique qui adapte au jour le jour en fonction des événements qui peuvent surgir à n'importe quel moment et qui peuvent mettre en péril sa survie et sa pérennité. Alors que les grandes entreprises, dans la mesure où ils détiennent suffisamment de ressources, ils sont dotés suffisamment d'expertise et d'expérience, et donc ils peuvent anticiper par rapport à leur environnement. Et donc, les stratégies émergentes sont beaucoup plus retrouvées chez les PME, alors que les stratégies délibérées sont a priori observables dans le cadre des grandes entreprises et les firmes multinationales. Donc, dans les grandes structures, dans les grandes entreprises, les deux démarches ont tendance à coexister. Cela se traduit par le fait qu'elle privilégie la démarche délibérée, donc à titre volontaire, elle va choisir ses orientations stratégiques, mais s'adapte en même temps au fur et à mesure des circonstances. Donc, dans la mesure dans les grandes structures, ils ont suffisamment donc, de moyens et par conséquent, ils ont le privilège d'avoir la possibilité de choisir à titre volontaire leur orientation stratégique tout en s'adaptant, le cas échéant, aux éventuelles circonstances qui peuvent impacter tout le monde, comme c'est le cas pour la crise sanitaire. Donc, à l'ère du Covid, nous avons remarqué que grandes PME, toutes les entreprises ont été amenées à revoir leur business model, leur pratique managériale au regard à l'évolution de leurs écosystèmes et leur contexte d'affaires. Troisième élément, la distinction entre ce qu'on appelle les stratégies globales, les stratégies de domaine ou les stratégies donc fonctionnelles. Commençons par les stratégies globales, ce qu'on appelle corporate strategy. La stratégie globale concerne l'ensemble de l'entreprise. Et généralement, toutes les entreprises ont forcément une stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie unique qui va répondre à l'orientation générale de l'entreprise, à ses objectifs sur le long terme et qui sont valables pour toutes les fonctions et toutes les composantes de l'entreprise. Et donc, chaque entreprise a des choix stratégiques à réaliser à plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan économique, l'entreprise doit décider si elle exerce un seul métier ou plusieurs métiers. Donc là, on distingue deux stratégies. La stratégie de spécialisation, lorsqu'une entreprise exerce un seul et unique métier, donc elle a un seul domaine d'activité stratégique, ou quand elle a donc plusieurs métiers, donc elle est présente sur plusieurs métiers à la fois. Donc là, on parle de stratégie de diversification. Et là, donc, l'entreprise, elle va avoir plusieurs domaines d'activité stratégique. C'est pour cela qu'on parle de stratégie de domaine, en faisant référence à l'existence de plusieurs métiers et donc plusieurs domaines d'activité stratégique, ce qu'on appelle en anglais business unit. Donc, les business units correspondent généralement aux domaines d'activité stratégique, aux métiers exercés par l'entreprise au regard donc à son business model, c'est-à-dire à son modèle d'affaires. Et donc, l'entreprise doit décider également si elle va faire l'ensemble des activités elle-même. Donc là, nous sommes dans l'intégration, ce qu'on appelle la stratégie d'intégration, généralement verticale, qui consiste à faire toutes les composantes de la chaîne de valeur. Rappelez-vous, toutes les activités vont être gérées et réalisées par l'entreprise, par ses propres équipes, par ses propres moyens, ou bien s'il va faire appel à un prestataire. Et donc, si elle va faire au lieu de faire. Donc, ce qu'on appelle la sous-traitance ou l'externalisation. Et donc, si elle fait faire une partie de son activité à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle faire au lieu de faire. Cela signifie que l'entreprise va externaliser, va sous-traiter une partie de ses activités sur
en tenant compte de certaines considérations. Rappelez-vous, nous avons discuté dans la précédente séance relative à l'analyse stratégique interne. Je vous ai présenté le modèle de Michael Porter sur la chaîne de valeur. Et l'objectif, selon ce modèle, est d'identifier quelles sont les activités créatrices de valeur que l'entreprise doit maintenir et doit s'y investir, donc elle doit garder dans une logique d'intégration, justement. Et bien entendu, le modèle permet également d'identifier quelles sont les activités génératrices de coûts et par conséquent que l'entreprise a intérêt de libérer, de sous-traiter. Et donc là, dans ce cas, au regard à ce modèle, on peut donc analyser les activités génératrices de coûts. Et dans cette externalisation, on va gagner à la fois en termes de la maîtrise des coûts relatifs à la structure, au fonctionnement de l'entreprise, mais également on va nous concentrer sur les principales activités qui créent de la valeur et que l'entreprise est capable d'en tirer profit. D'où l'intérêt, bien entendu, du modèle de Michael Porter en matière du diagnostic stratégique interne et qui permet de décomposer la chaîne de valeur de l'entreprise en distinguant les maillons faibles de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les activités génératrices de coûts et les maillons créateurs de valeur, les activités donc génératrices de valeur. D'où, bien entendu, de point de vue stratégique, et sur le plan économique, il s'agit d'identifier deux choses. Est-ce que l'entreprise va exercer un seul métier? Dans ce cas, elle est dans la spécialisation. Est-ce que l'entreprise va exercer plusieurs métiers? Dans ce cas, elle est dans la diversification. Et donc, elle aura ce qu'on appelle les stratégies de domaine. Et donc, des stratégies donc, par domaine d'activité stratégique. Deuxième élément, est-ce que l'entreprise va faire toutes les activités elle-même au niveau interne? Donc là, on est dans une stratégie d'intégration, ce qu'on appelle l'intégration verticale, qui permet de maîtriser toutes les activités, tous les maillons de la chaîne de valeur, ou bien si elle va faire au lieu de faire, et à partir de là, il va faire appel à l'extérieur, et là, il adopte une stratégie d'externalisation. On va y revenir avec plus de détails, de manière à distinguer quelles sont les compétences nécessaires, les risques, les avantages et les inconvénients. Donc, nous avons dit que en matière de stratégie globale, elle concerne toute l'entreprise et bien entendu, l'entreprise devrait faire des choix stratégiques sur plusieurs niveaux. Nous avons discuté le premier niveau économique de manière à distinguer 4 stratégies possibles: la spécialisation, la diversification ou le domaine, l'intégration verticale et l'externalisation. Sur le plan juridique, l'entreprise doit décider si elle va se développer d'une manière autonome. Et là, on parle de croissance interne. Donc, elle va utiliser, par exemple, ses propres moyens, l'autofinancement. Ou au contraire, elle va s'agrandir en rachetant des entreprises. Et là, on parle de croissance externe. Généralement, dans la croissance externe, on fait appel aux différentes stratégies de rachat, de restructuration de l'entreprise, comme les fusions-acquisitions. Lorsque deux entreprises vont fusionner, l'une va acquérir l'autre, la fusion-absorption, etc. On va y revenir plus de détails. L'essentiel, c'est qu'on distingue la croissance interne, lorsque l'entreprise va se développer par ses propres moyens, et la croissance externe, lorsque l'entreprise va s'agrandir en rachetant des nouvelles entreprises. Et sur le plan géographique, donc là, c'est la localité. Quand on parle géographie, on parle de la localité de l'entreprise. Est-ce que la stratégie de l'entreprise sera à l'échelle locale? Donc, nous sommes dans des stratégies de proximité géographique, nationale, régionale, ou encore est-ce que l'entreprise va conquérir le reste du monde en sollicitant des marchés internationaux? Et donc là, on parle de stratégie d'internationalisation. Donc là, ce qu'on a appelé les stratégies, donc la stratégie globale, corporate strategy. Donc, il y a des stratégies de domaine qui sont bien entendu adaptées dans le cadre où l'entreprise adopte la diversification, c'est-à-dire qu'elle exerce plusieurs métiers. Et par conséquent, dans son business model, on va remarquer qu'il y a plusieurs business units, c'est-à-dire plusieurs domaines d'activité stratégique.
Et donc, toutes les entreprises n'ont pas de DAS. Dans ce cas, ils n'auront qu'une stratégie globale. Lorsque l'entreprise adopte une stratégie de spécialisation, donc elle exerce un seul métier, un seul domaine d'activité stratégique, et dans ce cas, elle n'aura qu'une stratégie globale. En revanche, les entreprises qui adoptent plusieurs métiers ou plusieurs domaines d'activité stratégique devront développer, en plus de la stratégie globale, une stratégie par domaine, en faisant référence à chaque domaine qu'elle va exercer, dans le but de se différencier de la concurrence. Donc, sur chaque domaine d'activité stratégique, elle va adopter une stratégie en tenant compte de ses spécificités et la finalité principale est d'être capable de se distinguer par rapport à la concurrence pour qu'elle puisse maintenir sa position concurrentielle et éventuellement la faire croître. Et enfin, donc, la troisième typologie de la stratégie, ce qu'on appelle les stratégies fonctionnelles ou opérationnelles. Et là, on parle en anglais de business strategy. Donc là, on fait référence à la dimension opérationnelle et fonctionnelle. Donc, c'est l'ensemble des fonctions en entreprise qui doivent traduire la stratégie globale selon donc leur périmètre et leur mission attribuée. Donc, les stratégies fonctionnelles interviennent après les deux premières, c'est-à-dire la stratégie globale et éventuellement les stratégies de domaine en fonction des métiers exercés. Les stratégies fonctionnelles ou opérationnelles correspondent à la mise en œuvre de la stratégie avec des conséquences sur chacune des grandes fonctions de l'entreprise. Donc, effectivement, chaque fonction de l'entreprise doit traduire la stratégie globale ou la stratégie de domaine en tenant compte des attributions propres à la fonction en question. C'est pour cela qu'on parle de stratégie fonctionnelle. Elles correspondent à la mise en œuvre de la stratégie en tenant compte, bien entendu, des missions et des attributions de chaque fonction. Par exemple, la fonction marketing doit développer une stratégie commerciale et marketing qui traduit, bien entendu, la stratégie globale ou la stratégie par domaine, de manière à le périmètre de l'intervention de chaque fonction par rapport à l'atteinte des objectifs globaux. Donc, nous avons des objectifs généraux qui traduisent la stratégie globale ou la stratégie par les domaines, qui doivent être concrétisés par des objectifs spécifiques pour chaque fonction. Et là, on aura des stratégies spécifiques, ce qu'on appelle le business strategy. On aura des stratégies commerciales, des stratégies logistiques, des stratégies financières, stratégies RH, etc. Et donc, l'objectif, justement, c'est de mettre en œuvre la stratégie globale ou la stratégie par domaine d'activité stratégique en tenant compte des spécificités de chaque fonction ou les grandes fonctions d'entreprise. Et donc, dans tous les cas, cette stratégie, elle est contingente, c'est-à-dire qu'il va impliquer fonction logistique, achat, approvisionnement, finance, marketing, etc. J'en passe. Et donc, elle est vraiment imbriquée au business model, à la chaîne de valeur. Et donc, toutes les fonctions d'entreprise sont interpellées d'intervenir dans leur périmètre et par rapport à leur mission et leur attribution. Et donc, une stratégie contingente est une stratégie qui correspond à l'entreprise et à son activité. Et dans ce cas, donc, elle interpelle toutes les fonctions de l'entreprise sans exception. Et donc, pour définir sa stratégie, le diagnostic est indispensable. C'est pour cela que dans le deuxième chapitre, je vous ai fourni un ensemble d'outils stratégiques, de modèles d'analyse stratégique qui permettent à la fois le diagnostic externe, l'analyse de l'environnement. Rappelez-vous, on a vu LCAG, PESTEL, les 5 forces de Michael Porter, l'analyse SWOT, l'analyse TOWS et les différentes matrices de portefeuille, BCG, McKinsey et ATL. Et nous avons vu le diagnostic stratégique interne avec notamment le modèle VRIN ou VRIO, rappelez-vous, et bien entendu le modèle de Michael Porter par rapport à la chaîne de valeur. Et donc, ces outils de diagnostic stratégique permettent effectivement d'adopter la stratégie globale qui va concerner
toute l'entreprise et par la suite, elle va conditionner l'élaboration des stratégies fonctionnelles parce qu'il a l'effet de la contingence. Et donc, on constate qu'un certain nombre de facteurs de proximité, appelés facteurs de contingence, influencent le choix de la stratégie. Secteurs comme la taille, l'âge, et j'en passe. Donc, plusieurs facteurs qui peuvent influencer le choix de la stratégie au regard aux spécificités managériales et organisationnelles de l'entreprise. Donc, on va voir la démarche stratégique en fonction de la taille et de l'âge. Ce sont d'ailleurs l'un des facteurs de contingence qui influence le choix de la stratégie. Commençons déjà par distinguer la spécificité de la stratégie de la taille. Déjà, on a déjà parlé par rapport aux stratégies d'adaptation, aux stratégies d'innovation, stratégies émergentes et délibérées, en comparant l'effet de la taille entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. En plus, généralement, les PME sont des petites structures et par conséquent, ils n'ont pas les moyens pour se diversifier, pour exercer plusieurs métiers à la fois et donc ils sont dans la spécialisation, alors que les grandes entreprises ont cette capacité à exercer plusieurs métiers. Donc, généralement, on peut voir la diversification, ce qu'on appelle les stratégies par domaine. De même, les PME adoptent des stratégies de croissance interne parce qu'ils comptent sur leurs propres moyens, leurs propres ressources, alors que les grandes entreprises ont la capacité, ont le pouvoir d'acheter même des entreprises, d'acquérir des entreprises en adoptant des stratégies de croissance externe. Généralement, les PME se caractérisent par la proximité, donc ils sont vraiment enracinés de point de vue territorial. Donc, généralement, les PME se trouvent sur une localité bien précise et donc ils vont adopter des stratégies locales, voire même nationales, alors que les grandes entreprises ont aussi les moyens de s'internationaliser. Donc, généralement, bien sûr, il y a toujours des exceptions du côté des PME, mais également des grandes entreprises. Mais généralement, donc, on observe dans la majorité des cas que les PME ont du mal à s'internationaliser parce que ils ont besoin d'un soutien, de ressources financières, etc. Et donc, au niveau des PME, on remarque qu'il y a rarement de domaine d'activité stratégique parce qu'ils se spécialisent dans un seul métier. Et dans les grandes entreprises, il y a souvent des domaines d'activité stratégique divers et par conséquent, ils peuvent adopter des stratégies de domaine. Au niveau des PME, donc, ils adoptent des stratégies de niche, donc ils se positionnent sur des segments particuliers, alors que les grandes entreprises, généralement, vu la disponibilité des ressources, elles peuvent adopter une stratégie de domination par les coûts, ce qu'on appelle les stratégies de volume, qui consiste à produire massivement pour pouvoir maîtriser les coûts, au regard à la maîtrise de la chaîne de valeur, mais également à leur pouvoir de négociation vis-à-vis les fournisseurs, mais également les stratégies de différenciation pour pouvoir se distinguer par rapport à la concurrence. Au niveau de l'âge aussi, donc on fait référence au cycle de vie de l'entreprise, rappelez-vous, vous l'avez étudié en marketing, en management, le cycle de vie, donc la création, le démarrage de l'entreprise, la croissance, le développement, la maturité et puis le déclin. Et là, en fonction de la vie de l'entreprise, on remarque qu'il y a donc certaines stratégies qui dominent en fonction donc de l'âge même de l'entreprise. Généralement, au niveau de la création, au démarrage, quelle que soit donc la taille de l'entreprise, au démarrage, l'entreprise souvent, je dis bien souvent, commence petite. Par conséquent, il va exercer un seul métier, donc stratégie de spécialisation. Elle va se contenter sur ses propres moyens au début, la stratégie de croissance interne. Elle aura une stratégie locale, régionale, maximum nationale, et elle va se concentrer sur un seul segment, stratégie de niche. Et bien sûr, pour qu'elle puisse s'accroître et se développer, elle doit chercher à innover. Et au fur et à mesure de sa croissance et de son développement, donc le volume augmente, la taille augmente, la structure augmente, et donc l'ancrage de l'entreprise augmente. Et à partir de là, donc, on va remarquer la diversification, la différenciation, l'innovation, les stratégies délibérées, puisque de plus en plus l'entreprise agrandit et elle aura donc plus de pouvoir
et par conséquent, elle pourra elle-même influencer son environnement et son écosystème et elle peut donc fixer des orientations stratégiques d'une manière volontaire, donc en anticipant même sur les changements de l'environnement. Et généralement, donc, avec la croissance et la maturité, jusqu'à la maturité, elle peut même adopter des stratégies de croissance externe qui consistent à acquérir, à acheter même des entreprises. Et donc, quand il y a plusieurs domaines d'activité stratégique, on peut même remarquer des stratégies de domination par les coûts, donc ce qu'on appelle les stratégies de volume, qui consistent à utiliser les coûts pour pouvoir développer une compétitivité par les prix, la différenciation de l'offre pour se distinguer par rapport aux concurrents, et éventuellement même l'internationalisation de conquérir le reste du monde, des marchés internationaux. En phase de déclin, donc c'est généralement la fin de vie de l'entreprise, le déclin, et on va donc on va voir des stratégies de retrait. Donc si on a plusieurs métiers, on va nous retirer de quelques métiers pour nous concentrer sur un ou deux métiers, vu les problèmes ou les crises bien entendu, parce que quand on parle de crise, on fait référence à la rareté des ressources. Stratégie de recentrage, donc on va nous focaliser sur un métier sur lequel on peut tirer encore profit, et l'entreprise va essayer, dans la mesure du possible, d'innover pour sauver la donne et par conséquent reprendre éventuellement l'activité. Donc bref, l'objectif à travers cette illustration est de vous montrer qu'il y a une influence de facteurs, de contingents sur le choix de la stratégie adoptée. On a vu en fonction de la... Et là, on peut même segmenter entre les très petites entreprises, les petites et les moyennes, parce que là encore, même les PME constituent un corps hétérogène et n'est pas homogène. Donc, la PME ou les PME se caractérisent par la diversité. On peut même segmenter par taille, les très petites, les moyennes et même les grandes. Et en même temps, l'effet de l'âge permet de comprendre pourquoi une entreprise sera amenée à adopter une stratégie en fonction de son âge. Et quand on parle d'âge, on fait référence à la courbe d'apprentissage et à la courbe d'expérience. Toujours quand on commence au démarrage, souvent l'entreprise est débutante et n'a pas suffisamment de savoir ou d'expertise, donc elle n'a pas suffisamment d'expérience, peut-être, et au fur et à mesure de sa croissance, son développement, elle capitalise sur son expérience, sur son histoire, et donc là, elle va donc créer sa propre courbe d'expérience et d'apprentissage en fonction de son évolution sur le marché. D'où l'importance de prendre en considération à la fois la taille de l'entreprise, l'âge de l'entreprise, mais également le secteur d'activité. Parce que quand on parle secteur, il y a des business models qui sont quand même spécifiques. Je pense que vous avez déjà vu ça en cours d'entrepreneuriat. Vous avez même étudié le business model, le business plan, qui varie en fonction de la nature de l'activité et l'appartenance de l'entreprise à un secteur d'activité, une branche ou une filière donnée. Et d'ailleurs, vous l'avez même peut-être discuté dans le management en première année. Donc, généralement, on peut distinguer trois grandes stratégies: la croissance interne ou externe, qui fait référence à l'investissement, donc à l'expansion de l'activité, des stratégies de stabilité. Donc, c'est une stratégie dans laquelle la cible des clients visée se limite à un seul segment du marché, donc avec le même statut. Donc là, généralement, en temps de crise, on a tendance à chercher donc la stabilité sur des segments qu'on maîtrise. Et la stratégie de décroissance, lorsque l'entreprise se désengage d'un domaine d'activité pour une raison ou d'autre, pour une crise ou pour tout simplement une considération liée à la rationalité. Lorsqu'un domaine d'activité stratégique ne rapporte pas suffisamment de rentabilité, de cash flow, l'entreprise peut décider de se désengager, se désinvestir, de manière à se recentrer sur d'autres métiers plus porteurs en termes de rentabilité et de cash flow. Donc, Michael Porter, l'un des auteurs les plus célèbres, vous l'avez déjà vu, on l'a cité pour la troisième fois. Rappelez-vous, on a vu déjà les 5 forces Michael Porter en matière d'analyse de l'environnement avec l'extension de son modèle. On a vu aussi sa conception par rapport au diagnostic stratégique interne à travers la décomposition d'entreprise en chaîne de valeur. Et là encore, Michael Porter nous offre 3 grandes stratégies
ce qu'on appelle la domination par les coûts, la différenciation et la concentration. Donc, la première stratégie, ce qu'on appelle la domination par les coûts. Cette stratégie consiste à proposer une offre dont le coût est inférieur à celui des concurrents, ce qui permet de réduire les prix et donc d'accroître la part de marché. Donc là, il s'agit de maîtriser la structure des coûts, les coûts de la structure, mais également les coûts variables relatifs à l'activité, de manière à maintenir une compétitivité par les prix. Et là, on est vraiment dans des stratégies de volume. Et à travers la maîtrise des coûts, l'entreprise va rester compétitive à l'égard de la concurrence en termes de prix. Mais il faut noter quand même que si la méthode de réduction des coûts utilisée est imitable, c'est-à-dire facilement reproductible par les concurrents, elle ne procurera aucun avantage durable. Donc là, il faut faire attention. Lorsque les concurrents ont aussi la capacité d'imiter cette maîtrise des coûts, bien entendu, sur le marché, cette domination par les coûts n'aura aucun sens. Donc, il y a des compétences et des ressources nécessaires pour adopter ce type de stratégie. Il y a des méthodes d'organisation adéquates que l'entreprise doit avoir, mais également il y a des risques que l'entreprise va subir dans le cas de cette stratégie. Donc, en matière des compétences et ressources nécessaires, donc l'investissement soutenu en capital technique, parce que c'est une maîtrise structurelle des coûts. Vous avez vu déjà en comptabilité analytique la formation des coûts des produits. Et généralement, pour pouvoir maîtriser les coûts d'achat, les coûts d'approvisionnement, les coûts de production, les coûts de distribution, il y a vraiment un investissement considérable en matière de capital technique, de manière à chercher, par exemple, les méthodes, les procédés de fabrication, là encore, l'ingénierie, l'efficacité technique dans les process de production, l'aptitude à la simplicité de conception de fabrication des produits, l'efficience de la main-d'œuvre et les systèmes de distribution adaptés. Donc, ce sont vraiment des compétences indispensables pour que l'entreprise adopte ce type de stratégie. Donc, en termes de mode d'organisation, l'entreprise doit avoir un système de contrôle-gestion très élaboré, notamment un système d'analyse des coûts, de maîtrise des coûts, dont les bases, vous l'avez étudié en comptabilité analytique et vous aurez au 6e semestre un cours sur le contrôle de gestion. Elle doit réaliser des audits fréquents et détaillés pour pouvoir analyser en permanence l'évolution de la structure des coûts et ses retombées sur la rentabilité. L'organisation et la responsabilité structurée est parfaitement définie, donc on arrive à éclairer les rôles, qui fait quoi en entreprise. Nous avons des règles de fonctionnement rigoureuses et qui permettent un bon fonctionnement rigoureux et une animation orientée vers l'atteinte d'objectifs quantitatifs précis. Donc tout doit être mesuré à maintenir cette compétitivité par les prix en adoptant donc cette stratégie de domination par les coûts. Bien sûr, il y a des risques, c'est tout à fait normal, chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. Les progrès techniques annulant l'effet d'expérience et ou les investissements passés, donc avec la recherche-développement, avec l'expansion de développement technologique, parfois on peut remettre en cause tout un savoir qui devient obsolète suite au développement de la recherche en matière de progrès technique. L'imitation et l'investissement plus moderne des concurrents. Parfois, les concurrents peuvent facilement dévoiler la stratégie de l'entreprise, donc ils peuvent la reproduire et par conséquent, vous n'aurez plus d'avantages concurrentiels. La baisse de la capacité d'innovation produit du fait de l'obsession de coût, parce que rien ne dure et avec le temps, votre stratégie de coût peut devenir obsolète et par conséquent, vous serez dans l'incapacité de maintenir votre innovation en matière de produits. L'inflation par les coûts et le pouvoir de distribution qui pèsent sur les marges ou obligent à réduire la différence prix-produit par rapport aux concurrents qui sont aussi différenciés. Donc là encore, la problématique de la maîtrise des circuits de distribution qui impacte aussi la structure du coût. Rappelez-vous, au niveau du prix de revient, vous avez pris le coût de production et vous avez rajouté aussi les différentes charges ou les coûts associés à la distribution.
Et là encore, les circuits de distribution constituent un véritable problème de gestion par rapport aux grandes entreprises qui sont dans des stratégies de volume. Et par conséquent, en cas de perturbation de ces circuits, ça impacte systématiquement la maîtrise des coûts. Deuxième stratégie de Michael Porter, c'est la différenciation compétitive. La différenciation compétitive est le fait de proposer sur un marché des offres de produits et services différents. Donc, on peut avoir des formes nombreuses. Avantages techniques, fiabilité avérée, esthétique attirante, un conditionnement commode dont le client est satisfait, réseau de distribution relativement important qui arrive quand même à faire distinguer l'entreprise, les délais de livraison, les délais de production, la qualité de service après-vente, la réputation, l'image, le statut, la gestion de la relation avec les clients, etc. L'essentiel, c'est que dans cette stratégie, l'entreprise doit avoir un élément qui va la différencier sur ses concurrents. Et cette différenciation va générer une compétitivité hors prix. Donc, il y a la compétitivité prix que nous avons vu dans la première forme de stratégie, donc la domination des coûts, qui permet la maîtrise des coûts et par conséquent le maintien d'un prix compétitif, et la différenciation va intervenir sur le volet hors prix, ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. C'est le fait d'avoir un élément qui va distinctif, qui va différencier l'entreprise par rapport à ses concurrents et qui va lui conférer généralement un avantage concurrentiel durable. Il y a des compétences là encore et des ressources nécessaires, des modes d'organisation adéquats et des risques, bien entendu. En termes de compétences et ressources nécessaires, la créativité, l'innovation, l'intuition, de manière même à anticiper sur les éventuels besoins des consommateurs, de créer même ces besoins grâce à l'innovation, grâce à l'intuition, la créativité. Donc là, l'entreprise doit investir en matière de recherche-développement en permanence, donc les capacités de recherche, la technologie du produit, mais également les efforts en matière de marketing, de promotion et de commercialisation, donc l'image, la réputation, les capacités commerciales, la traduction dans le secteur ou la combinaison originale de compétences tirées de d'autres secteurs. Donc là, vous devez avoir un élément distinctif, comme je vous ai expliqué, un avantage technique, une fiabilité, un conditionnement, un merchandising, un réseau de distribution, bref, un élément qui permet à l'entreprise de se distinguer largement par rapport à ses concurrents. Et éventuellement une coopération avec des circuits de distribution. En termes de mode d'organisation, donc une forte coordination entre les départements recherche-développement et le département marketing, parce qu'il faut anticiper sur les besoins, il faut même les créer d'une manière permanente pour pouvoir maintenir cet avantage, ce qui va vous différencier par rapport aux entreprises, aux concurrents. Attraction exercée sur les personnes possédant les qualifications requises, donc là c'est la recherche des talents, les hautes compétences dans des domaines précis et qui permet à l'entreprise d'avoir un avantage par rapport à un concurrent. Donc c'est le capital humain, le capital immatériel. Et généralement, dans ce cas, on aura à la fois un contrôle de gestion quantitatif, mais également qualitatif. Parce que l'entreprise va chercher à avoir une compétitivité hors prix. Et donc, sur des dimensions qualitatives. Il y a des risques également, l'incapacité à maîtriser la différence de coût par rapport à la firme dominante, puisque cette différenciation génère des dépenses, des investissements en matière de recherche-développement, etc. Et parfois, l'entreprise aura du mal à maintenir le même rythme d'investissement. Donc, il y a l'arbitrage coût-avantage qui peut parfois heurter la rentabilité et la compétitivité. Et généralement, la performance financière peut être heurtée.
Deuxième risque, c'est la perte d'importance des facteurs de différenciation, parce qu'avec avec le temps, les concurrents peuvent dévoiler votre différence. Par conséquent, vous n'aurez plus d'avantage sur vos concurrents et par conséquent, ils peuvent vous imiter facilement. Troisième catégorie de stratégie, ce qu'on appelle la concentration ou stratégie de niche. On parle même de focalisation, donc le fait d'avoir le focus sur un segment particulier. Donc la concentration s'impose lorsque l'entreprise ne peut ou ne veut s'attaquer à la totalité de l'industrie, c'est-à-dire de répondre à l'ensemble des domaines d'activité stratégique. Ces ressources n'étant pas suffisantes ou ne souhaitant pas dépasser pour des raisons de politique générale ou d'une certaine taille. Donc, elle consiste à se concentrer sur un segment ou un couple produit-marché ou une zone géographique ou encore une cible étroite. Donc là, on va nous focaliser soit sur un domaine d'activité stratégique, soit sur un segment particulier, soit sur un marché, une zone géographique ou une cible relativement étroite. L'objectif, c'est de se concentrer sur un seul segment de manière à en tirer profit et avoir un avantage par rapport aux concurrents, au lieu donc d'adopter une diversification sur plusieurs domaines ou plusieurs segments, plusieurs marchés, plusieurs zones à la fois. Donc, il y a des compétences requises, nécessaires, comme les capacités techniques, humaines, commerciales et organisationnelles, qui sont dosées en fonction des segments, une segmentation soigneuse, recherche-développement souvent limitée, mais très efficace, parce qu'il est focalisé sur un seul segment, donc il va suivre ses propres caractéristiques, son évolution, par rapport à une entreprise qui va investir sur plusieurs domaines, donc il va parfois gaspiller ses efforts en matière de recherche-développement. Ici, donc, l'entreprise est concentrée sur un segment spécifique, qu'elle va donc étudier avec rigueur et profondeur. Objectif de profit plus que de croissance. Donc là, on cherche à tirer profit de la niche, donc du segment sur lequel l'entreprise va se focaliser, et généralement des dirigeants particulièrement influents pour qu'ils puissent maintenir leur avantage sur le segment en question. Mais il y a des risques, parce que quand on est focalisé sur un seul métier, donc on n'a pas de diversification et par conséquent, le risque d'activité sera quand même élevé. Et donc, l'entreprise peut avoir une éventuelle détérioration de l'avantage de coût, une perte des facteurs de différenciation, sursegmentation que peuvent opérer certains concurrents à l'intérieur de la cible de l'entreprise. Donc, bien sûr, rien n'est dur et la direction générale, les organes de gouvernance, les managers doivent suivre attentivement l'évolution du segment en question de manière à vérifier est-ce que leur avantage sera maintenu ou durable et en cas de risque, en cas de menace, ils doivent revoir leur stratégie en fonction des spécificités de leur environnement et des caractéristiques intrinsèques à leur entreprise. Parce que ce genre de stratégie quand même est risqué. Le fait de se focaliser sur un seul segment, un seul métier, un seul domaine d'activité stratégique. Donc là, nous avons vu les trois conceptions de Michael Porter, les trois conceptions que nous avons vues, Michael Porter, mais il y a d'autres voies de développement, d'autres options stratégiques qui ont pour but soit d'accélérer la croissance de l'entreprise, interne ou externe, d'augmenter le potentiel de développement économique, financier, la réduction des risques à travers, par exemple, une éventuelle diversification, et également l'efficience, améliorer l'efficience de l'entreprise en optimisant l'utilisation des ressources, notamment les ressources rares. Donc, on va voir quelles sont les principales options stratégiques qui permettent de consolider le développement économique et financier de l'entreprise. Donc là, je rappelle le modèle de décision stratégique d'un auteur très connu, Ansoff, qui l'a développé en 1965. Là, comme vous voyez sur l'écran, d'abord, nous avons
une vision globale sur la démarche stratégique qui consiste, comme on l'a déjà discuté lors de notre premier chapitre, le diagnostic interne qui permet d'identifier les forces et les faiblesses, le diagnostic externe, les opportunités et les menaces. Là, on fait appel aux outils d'analyse stratégique, les différentes matrices, en interne et en externe. Et là, on analyse les composantes de la stratégie. Donc, l'entreprise va fixer ses objectifs qui peuvent être économiques, non économiques, en relation avec les normes aussi, mais également les contraintes qui peuvent impacter la réalisation des objectifs. Et là, donc, en fonction des domaines d'activité stratégique, on aura la stratégie globale ou la stratégie de domaine, ou les deux à la fois, en fonction des métiers exercés. On aura également les vecteurs de croissance en fonction des ressources disponibles. Donc, lorsqu'il y a suffisamment de ressources, on peut privilégier la croissance interne. Quand il y a donc un épuisement des ressources internes sur un secteur, quand on sature les capacités d'un marché ou d'un secteur, l'entreprise peut développer des stratégies de croissance externe qui consistent à racheter, acquérir de nouvelles entreprises. On réfléchit aussi sur les éventuels effets de synergie qui existent entre les activités de manière à en tirer profit dans le cas de la diversification. Parce que quand on parle de diversification, l'objectif c'est de voir les effets de synergie de manière à réduire le risque et augmenter le potentiel de la rentabilité espérée au regard au capital investi. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire au niveau donc de la gestion financière à travers les arbitrages entre la dépense d'investissement et les cash flows générés. De la même manière, donc, en matière de choix de stratégie, on arrive quand même à arbitrer l'articulation des activités de manière à vérifier les éventuels effets de synergie qui favorisent ou pas la rentabilité et en même temps la réduction des risques. Et là, donc, soit on est dans des stratégies d'expansion, comme la pénétration, le développement de marché, lancement de produits, ou quand on est dans une diversification concentrique, donc sur un métier focalisé sur un domaine d'activité stratégique, au congloméral, lorsque l'entreprise est présente sur plusieurs activités à la fois. Donc là, parmi les voies de développement, nous avons vu donc, la spécialisation, qui consiste bien entendu à se focaliser sur un seul métier, un seul domaine d'activité. Bien sûr, il est rappelé qu'il y a plusieurs voies de développement, il y a plusieurs stratégies, mais le fait de les emprunter simultanément comporte de grandes difficultés et nécessite d'importants moyens financiers et humains. C'est pour cela que l'arbitrage n'est pas chose aisée. Et quand il y a un manque de ressources ou de moyens, l'entreprise adopte des stratégies pragmatiques qui s'adaptent à la réalité. Et c'est pour cela que généralement, les petites structures ou les entreprises n'ayant pas suffisamment de ressources adoptent la spécialisation qui consiste bien entendu à exercer un seul métier de manière à le maîtriser et développer une expertise derrière. Donc là, quand on parle de spécialisation, on fait allusion à un domaine d'activité sur lequel l'entreprise concentre l'ensemble de ses efforts. Il va chercher à développer et exploiter des compétences spécifiques pour en tirer profit et pour avoir un avantage distinctif par rapport à ses concurrents, sans chercher à y adjoindre des nouvelles activités, de nouvelles compétences. L'objectif est d'atteindre le meilleur niveau de compétences possible sur un domaine et en faire un avantage concurrentiel décisif, donc une position favorable en termes de coût de marché. Elle doit être poursuivie tant que l'entreprise n'a pas atteint une position lui conférant un avantage décisif et durable par rapport aux concurrents et tant qu'elle n'a pas encore atteint une taille critique. Le risque, c'est quand on mise sur une seule activité,
Donc, on a donc des risques quand même énormes par rapport à la diversification qui d'éclater les risques. Les risques sur plusieurs activités. Quand il y a une crise, vous pouvez avoir des effets de compensation entre les activités. Alors que lorsque l'entreprise se focalise sur la spécialisation, elle aura du mal à faire face à une éventuelle crise ou à un éventuel événement inattendu qui peut perturber ou qui peut mettre en péril sa survie, sa pérennité. Euh, une entreprise engagée dans la spécialisation peut suivre deux voies distinctes, successivement ou simultanément. L'extension géographique et spatiale du domaine d'activité. Donc, on peut voir d'autres marchés géographiques, d'autres localités, de manière à diversifier éventuellement les débouchés et aussi faciliter la distribution, l'accessibilité des produits, ou bien une extension en termes de produits et marchés, de manière à générer ou sélectionner des couples produits-marchés dont les facteurs clés de succès sont identiques au sein d'un domaine d'activité, ou faire une diversification marketing en termes d'action, de communication, de valorisation de produits, de packaging, de merchandising, etc., de manière à s'appuyer sur une politique de gamme ou de clientèle et attirer donc une clientèle diversifiée dans un même métier, dans un même domaine d'activité. Donc il y a des avantages à critique, expérience coût plus faible, euh, le fait que l'entreprise va se concentrer sur un seul métier, donc elle va éviter une éventuelle dispersion des ressources, donc il y a une focalisation, donc il y a une expertise, il y a un ancrage par rapport à un métier, par rapport à un marché, ce qui donne donc de la maîtrise, de l'expertise, et donc elle a plus de capacité à tirer profit et avoir un avantage sur ses concurrents. Créer une identité homogène, une culture forte, parce qu'elle est concentrée sur un métier, donc le consommateur va pouvoir identifier l'entreprise par rapport à un métier bien spécifique. Et une image claire par opposition aux entreprises qui sont présentes sur plusieurs domaines, parfois structurellement différents. Quand on est dans des stratégies de conglomérat, on, par exemple, peut avoir des groupes qui interviennent à la fois dans les activités bancaires, dans la promotion immobilière, euh, dans l'agroalimentaire, et par conséquent, au niveau de l'image externe, on a du mal à l'identifier. Quand on parle d'une entreprise, on a du mal à l'identifier par rapport à un secteur, puisqu'il est présent partout et ailleurs. Et donc l'avantage de la spécialisation, c'est qu'on arrive à associer l'image externe d'entreprise à un domaine clair, un métier clair, qui va donc la faire connaître et la faire distinguer par rapport aux autres entreprises. Et la simplicité, puisque vous êtes focalisé sur un seul métier, donc il n'y a pas de complexité que la diversification. Donc, les inconvénients, c'est la dépendance d'un seul domaine. Parfois, la spécialisation ne stimule pas l'innovation. Donc, il y a un problème par rapport à l'innovation. Faible flexibilité. Donc, ce n'est pas toujours possible de revenir en arrière, puisque c'est un engagement coûteux et important. Deuxième donc, stratégie, c'est la diversification, donc, qui permet à l'entreprise d'agir sur plusieurs domaines ou plusieurs métiers à la fois. Donc, il y a ce qu'on appelle la diversification horizontale ou verticale, concentrique ou conglomérale, donc sur des domaines qui n'ont pas de relation ou des domaines interliés. Et donc, quand on parle de diversification horizontale, on fait allusion à l'exploitation de nouveaux domaines d'activité en s'appuyant sur des effets d'énergie et de complémentarité avec le portefeuille d'activités existant. Et l'objectif, c'est bien entendu de combiner les différents facteurs clés de succès et qui permettent donc à l'entreprise d'opérer sur plusieurs métiers génériques et soit interliés, soit sans aucune relation. Donc il y a des avantages
La réduction des risques, la dépendance, quand on diversifie plusieurs activités, donc on va diversifier les investissements. Donc on a plus de possibilités de rentabilité suite à l'effet de compensation, mais également la capacité de réduire les risques. Maintien de la croissance, l'augmentation du pouvoir de marché, puisque vous aurez un ancrage sur plusieurs domaines à la fois, l'effet de synergie entre les activités, notamment en temps de crise et en cas d'événements, bien entendu, inattendus, diminution des coûts, parce que quand on est dans de la diversification, donc on peut avoir des économies d'échelle ou une meilleure rentabilité, l'accès au financement aussi, à travers des activités qui permettent de s'autofinancer et qui permettent de financer les autres activités à besoin de financement. Et donc cette compensation financière renforce le niveau de rentabilité et la performance. Et meilleure flexibilité, puisque vous avez des activités cycliques qui peuvent être déployées en fonction de plusieurs paramètres. Bien sûr, la diversification comporte des limites, de coordination et de gestion d'activités à logique différente, ampleur des investissements et dispersion donc des ressources. Il y a aussi la perte d'identité, comme je vous ai expliqué, on n'arrive pas à identifier l'entreprise au regard à l'ensemble des métiers qu'elle exerce. Parfois, on est confus par rapport au métier, au cœur métier de l'entreprise. Est-ce que c'est une banque? Est-ce que c'est une assurance? Est-ce que c'est un groupe industriel? On a du mal à l'identifier par rapport à son image externe. Et il y a effectivement l'affaiblissement de la culture d'entreprise parce que dans chaque domaine, il y a une culture managériale qui va être dominante et par conséquent, au niveau de la structure globale, on a du mal à s'identifier. Deuxième type de stratégie, comme je vous dis, l'intégration, c'est le fait que l'entreprise va réaliser elle-même toutes ses activités par rapport à sa chaîne de valeur, en amont et en aval, depuis l'approvisionnement et l'achat jusqu'à la distribution du produit. L'externalisation, c'est le fait que l'entreprise va faire au lieu de faire, donc elle va sous-traiter une partie de ses activités pour répondre à des considérations liées à la rationalité ou à la concentration sur des activités jugées plus stratégiques. Bien sûr, l'intégration verticale consiste à prendre en charge l'activité en amont et en aval d'une position originaire au regard à sa chaîne de valeur. Donc, il y a des avantages et des inconvénients, comme le contrôle plus étroit de la qualité des produits quand on fait des activités par les moyens de l'entreprise, l'appropriation des clients et fournisseurs, la réduction des coûts de transaction, négociation, conclusion, suivi des contrats. L'entreprise est capable de garder la maîtrise de ses savoir-faire, qui lui donne un avantage par rapport à ses concurrents, assurer la garantie des débouchés et des approvisionnements. En termes d'inconvénients, donc il y a un problème de rigidité des structures qui permettent parfois d'impacter le déroulement des activités et qui peuvent même gérer ou générer des coûts supplémentaires, nécessité de maîtriser plusieurs métiers à la fois, ce qui soulève un problème d'expertise, de savoir-faire par rapport à certains métiers, l'augmentation des frais fixes, puisque à chaque domaine, à chaque métier, il y a des charges de structure qui vont être dupliquées autant de fois en fonction de métier et d'activité. Et c'est ce qui justifie parfois le recours à la spécialisation, au recentrage sur un seul métier pour réduire justement les frais fixes, les charges de structure liées au fonctionnement de l'entreprise, l'augmentation du risque conjoncturel, donc, parce que en cas de risque, ça va impacter toute sa chaîne de valeur, donc ça impacte la rentabilité avec l'effet dominant. Donc, quand on a un problème au niveau d'une activité, ça peut bouleverser tout le reste. Et il y a des obstacles. Si vous voulez, par exemple, quitter un marché ou un métier, vous aurez du mal à le faire parce que l'entreprise, en adoptant la stratégie d'intégration verticale,
auraient dû investir suffisamment de moyens, et c'est très difficile de les abandonner pour pouvoir réorienter facilement l'activité. L'externalisation, c'est le fait de sous-traiter une personne tierce. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est la réduction des coûts de façon significative, concentration des ressources et investissements sur des activités stratégiques, profiter d'un savoir-faire d'un spécialiste, parce que en ayant un prestataire, vous aurez une vision différente, un mode de gestion différent, des pratiques managériales différentes qui peuvent même développer l'entreprise à apprendre des nouvelles compétences. Et la flexibilité de l'entreprise, de manière à exiger des prestations en fonction de l'évolution de ses besoins. L'inconvénient, c'est que vous avez une dépendance, vous avez un fournisseur, un prestataire, vous avez un coût de surveillance des prestations qui va augmenter, parce que vous aurez un cahier de charge et vous devez contrôler la réalisation, le respect de ce cahier de charge, ce qui génère des coûts supplémentaires par rapport donc à la surveillance du prestataire, du respect de ses engagements. Risque de perte de savoir-faire, problèmes sociaux dus au transfert des équipes. Il y a aussi la stratégie d'internationalisation, c'est lorsque l'entreprise cherche à développer ses activités à l'international de manière à chercher des nouvelles perspectives en matière de développement commercial en ayant un peu des nouvelles voies en matière de pénétration de nouveaux marchés, de manière à ne pas se limiter à l'échelle nationale, mais également pénétrer des marchés étrangers à travers un ensemble de modalités. Pourquoi la stratégie? Ça peut se justifier par la recherche d'une nouvelle clientèle, d'un nouveau segment, d'une nouvelle base de consommateurs, donc un nouveau chiffre d'affaires, bénéficier des économies d'échelle quand on a un avantage par rapport à certaines spécificités relatives aux produits, acquisition ou des ressources, répartir les risques sur plusieurs clients à la fois nationaux et internationaux, chercher des investisseurs étrangers qui peuvent aussi améliorer la rentabilité, mais également contribuer à l'investissement quand il y a des investissements lourds, surtout en matière de recherche-développement, par exemple, et avoir accès à de nouveaux marchés avec leurs spécificités en termes de performance, en termes de politique managériale à réaliser. Donc, de point de vue juridique, rappelez-vous, on a distingué la croissance externe, la croissance interne et externe. Donc, la croissance interne consiste à se développer à partir des ressources internes et non sur la base d'une acquisition. Donc, il permet de contrôler le coût du développement. Il peut se faire progressivement au rythme de ressources de l'entreprise. Et il a aussi des inconvénients, c'est par rapport à la lenteur de la mise en œuvre. Et parfois, cette stratégie n'est pas adaptée lorsque l'entreprise souhaite acquérir de nouvelles compétences. Au niveau externe, il s'agit d'acquérir à travers les fusions et les acquisitions de nouvelles entreprises. L'avantage, c'est la rapidité de la mise en œuvre. Donc, vous allez acquérir, donc acheter une entreprise déjà présente. Donc, vous allez acquérir des parts de marché par pilier important en capitalisant sur la part de l'entreprise déjà présente sur le marché. Et vous allez peut-être éviter de créer de nouvelles capacités de production, donc, notamment pour les secteurs saturés ou encombrés. L'inconvénient, il y a des coûts élevés parce que ça demande un investissement considérable, le fait d'acquérir une entreprise déjà présente. Il y a des difficultés d'intégration, notamment de point de vue social, humain. Intégrer deux entreprises avec deux cultures différentes, deux modes de gestion différents, ça peut créer des difficultés en matière de gestion des ressources humaines, risques sur les actifs immatériaux, notamment l'image, la réputation. Donc, on a du mal à identifier qui fait quoi. Et cohabitation, parfois, un concurrent d'hier peut devenir un collègue d'aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas chose facile à gérer. Alors, en termes de croissance externe, on distingue principalement la fusion. C'est comme vous voyez ici, lorsque
deux entreprises fusionnent pour créer une nouvelle, donc A plus B est égal à C. L'absorption, lorsqu'une entreprise va absorber une autre, en restant donc avec sa propre image et sa propre structure, donc A absorbe B, comme vous voyez sur l'écran. L'absorption de filiales, donc c'est par rapport à quand on a des groupes, la société mère avec des filiales, donc on peut absorber une filiale et le groupe sera toujours maintenu. La fusion-scission, c'est le fait de céder une partie des activités pour créer éventuellement une entreprise dans le cas d'une alliance ou d'une coopération. Et l'apport partiel d'actifs, c'est lorsque une entreprise accorde partiellement un actif pour créer, dans le cadre d'une stratégie de réseau, de coopération, une entreprise qui va permettre de mutualiser les ressources ou les savoirs par rapport à un métier. Donc voilà quelques stratégies en fonction des manœuvres possibles. Nous avons des stratégies intra-industrie à l'intérieur du secteur, domination par les coûts, différenciation, concentration, dégagement, industrie, donc intersecteur, l'intégration verticale, stratégie de filière, de diversification, et des stratégies entre entreprises, donc c'est la coopération, comme les stratégies de croissance qui permet à l'entreprise de se développer en essayant d'acheter de nouvelles entreprises déjà présentes, et les stratégies d'internationalisation comme les exportations, les investissements directs ou même le transfert de savoir dans des domaines particuliers. En termes de déploiement, donc pour déployer une stratégie, de manière générale, il faut suivre ces préalables, définir les orientations générales, établir une démarche, un processus de planification, analyser l'environnement à travers un système de veille, réfléchir sur les modalités de conduite du changement, parce que chaque stratégie va générer des transformations, éventuellement sur le plan organisationnel et managérial, en termes de rôle, en termes d'attribution, en termes de poste, au sens même de la GRH, la gestion des connaissances en entreprise et la capitalisation sur les expériences, sur les apprentissages et les connaissances déjà développées en entreprise, une réorganisation peut-être, une nouvelle structure, une nouvelle gestion des systèmes d'information et même une nouvelle chaîne, je dirais chaîne de valeur, au-delà même de la chaîne logistique. Et donc la déclinaison d'une démarche de déploiement stratégique qui ne prenait pas en compte sa mise en œuvre n'aurait aucun intérêt pratique. C'est pour cela qu'en termes de déploiement stratégique, vous devez garder à l'esprit qu'une stratégie n'est pas imposable, mais elle doit être co-construite avec les acteurs concernés pour qu'il y adhèrent, sans contrainte et sans, je dirais, sans obstacle lié donc à son déploiement. Voici quelques références qui peuvent peut-être vous aider, mais sinon, il y a un foisonnement d'ouvrages sur le management stratégique qui peuvent vous aider par la suite à approfondir vos connaissances, soit dans le cadre du cours ou même ailleurs, par rapport à l'élaboration de vos mémoires. Voilà, donc sur ce, j'ai terminé ce chapitre et je vous souhaite donc bon courage par rapport à la suite de votre formation. Moi, j'ai vu déjà qu'il y a... Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc prochainement. Voilà, bon courage.